Voilà, je vois que tout le monde se connecte petit à petit, c'est chouette. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue. Je vois des têtes connues, des têtes inconnues, c'est bien. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, le spectacle va bientôt commencer, comme dit la chanson. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vous fais un petit signe de la main, vous pouvez faire un petit signe de la main aussi, c'est plus sympathique. Voilà, comme ça au moins je vois qui me voit, c'est bien, ça veut dire que les caméras sont branchées. Bon, je pense que la plupart des gens sont connectés, donc on va pouvoir commencer. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau Coffee Talk de Sowell qui petit à petit commence à avoir un certain succès. Euh, Nous vous rappelons donc cette présentation est faite en association avec l'Université européenne Miguel de Cervantes, dont nous vous parlerons tout à l'heure. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Marie Caiazzo, qui est psychothérapeute, psychomotricienne, qui est expert en psychomotricité, qui est hypnothérapeute, kinésithérapeute et instructrice de méditation de pleine conscience. Elle a un magnifique site, je vous invite à le visiter, c'est le www.mariecayazzo.fr, on le mettra dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Et ce soir, Marie a décidé d'accepter notre invitation et de venir nous parler de méditation et de pratiques respiratoires. Ça, c'est le titre de son DU, mais surtout de comment on peut accompagner la régulation émotionnelle. On est parti pour grosso modo 1 heure de présentation. Je pense que cette soirée va être merveilleuse et riche en enseignements. Donc, Marie, je te cède la parole. Et merci d'avoir accepté de parler ce soir pour nous. Et bonne soirée, à tout de suite. Merci à toutes, merci à tous d'être aussi nombreux et j'ai l'impression que ce sujet passionne beaucoup de monde et en effet, il fait partie de notre quotidien. Donc ce soir, on va parler régulation émotionnelle et on va un petit peu d'abord apporter de la théorie et puis se frotter à des idées préconçues et donc aborder aussi une autre notion qui sous-tend la régulation émotionnelle qui est le contrôle pulsionnel et de savoir comment on peut déjà distinguer l'un de l'autre et puis peut-être venir commencer à aborder les sujets qui nous permettent de réguler et de résoudre notre pulsion et notre monde pulsionnel qui nous entoure. Donc pour ce faire, j'ai préparé quand même un petit support que je vais vous partager. Là. Hop. Alors, c'est un peu compliqué sur mon écran parce que du coup, j'ai en même temps des personnes qui arrivent en salle d'attente, donc ça se mélange sur mon écran. Si jamais vous entendez plus, si jamais il y a des remarques qui sont pas claires, vous savez qu'à la fin de notre échange, vous aurez la possibilité de poser des questions. Et si jamais au cours de la réunion, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous avons en coulisses des gens qui s'occupent de la technique et je les en remercie. Donc ce soir, nous allons parler régulation émotionnelle. Hop là. Ça ne marche pas. J'ai fait mon test, mais visiblement, Voilà, on a fait le test tout à l'heure, hein, donc il n'y a pas de raison. ça ne C'est marche un pas. petit peu facile. Si ça y est, Ça va aller. C'est le moment justement de peut-être de réguler son émotion, hein, dans ce genre de ça y moment. est. Alors, donc ce soir, nous allons parler régulation émotionnelle versus contrôle pulsionnel, comprendre et appréhender nos réactions. Alors, je vais vous poser juste une petite question. Est-ce que vous pensez savoir à quel âge, normalement, on est en capacité de réguler nos émotions? Eh bien, en fait, on est en capacité de réguler nos émotions aux alentours de entre 20 et 25 ans. Donc, ça veut dire que toute notre première partie de vie,
qui est donc les 20 premières années de notre vie, en fait, on va apprendre la régulation émotionnelle puisqu'elle dépend d'une zone de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal et qui est la dernière zone de notre cerveau à être mature. Donc, il faudra toute l'enfance et toute l'adolescence pour permettre à un individu d'être en capacité de réguler ses émotions de manière efficiente. Donc, ce qui veut dire que un parent va devoir accompagner cet apprentissage de la régulation émotionnelle tout au long de la vie de son enfant et va devoir l'aider à reconnaître ce contrôle pulsionnel versus cette régulation émotionnelle. Donc, c'est très important, nous-mêmes, d'être au clair avec nos propres capacités à nous réguler et à réguler nos émotions, puisque quand on est parent, il va falloir aussi qu'on aide nos enfants à les accompagner sur ce chemin. Donc, parfois en consultation, on a des enfants qui viennent très très tôt avec des parents qui ont des questions autour des émotions. En fait, c'est parfaitement normal de ne pas réguler ses émotions et encore une fois, ça, on met beaucoup de temps à le faire. Donc, il faut déjà avoir bien cette notion en tête avant de se culpabiliser ou de s'inquiéter et que c'est parfaitement dans un cheminement d'apprentissage normal que la régulation émotionnelle s'installe. Donc l'importance de cette thématique, en réalité, elle est totalement centrale puisque on va la voir tous les jours dans notre quotidien. Tous les jours, on a besoin de réguler nos émotions, de faire la distinction entre contrôle pulsionnel et régulation émotionnelle. Évidemment, cette conférence va avoir un écho particulier pour les professionnels de la santé mentale. J'ai vu dans les personnes qui se connectaient des personnes qui ont déjà assisté au diplôme universitaire de méditation et de pratique respiratoire. Je les remercie de venir se remettre une petite couche sur la régulation émotionnelle. Mais c'est vrai que nous, professionnels de santé, on a quand même tout le temps besoin de réactualiser nos connaissances, de nous questionner sur notre manière d'être avec nos patients. On a une obligation d'être nous-mêmes accompagner, de questionner notre manière de recevoir nos émotions parce que quand on est professionnel de la santé mentale, ben, on va travailler avec nos propres émotions, on va travailler aussi avec nos propres pulsions et donc d'être assez au clair avec ces deux notions, c'est fondamental. Et puis évidemment, au-delà de notre quotidien, c'est dans toutes nos relations interpersonnelles que ces sujets-là vont être abordés. Donc, ce sujet est un sujet central, c'est un sujet de société, hein, on peut assez difficilement aujourd'hui faire l'impasse sur l'importance des émotions et de l'intelligence émotionnelle. Donc, on l'a beaucoup mis en avant ces dernières années, tant mieux. J'ai entendu beaucoup de choses qui étaient complètement farfelues et donc je vais essayer de remettre un petit peu de cadre et de théorie dans tout ce qui a été posé, de faire une synthèse de là où on en est aujourd'hui avec l'humilité de me dire que peut-être dans 5 ans, ce que je vous dis sera peut-être dépassé. Mais dans ces cas-là, on continuera à se former. Donc, on va d'abord définir les concepts de cette régulation émotionnelle, de ce contrôle pulsionnel. Ensuite, on va aborder tout ce qui est mécanisme psychologique de ces deux éléments. Et puis, évidemment, on commencera un petit peu à aborder les applications pratiques. Bien que je ne vais pas vous le cacher, les applications pratiques, ce sera un petit peu pour le diplôme universitaire et de vous donner envie peut-être de vous y inscrire et de comprendre l'intérêt qu'un diplôme universitaire sur la méditation et les pratiques respiratoires a de pertinent dans la régulation émotionnelle et le contrôle pulsionnel. Alors, la définition des concepts. Eh bien, la régulation émotionnelle, tout d'abord, elle va se définir par un processus par lequel les individus vont influencer leurs émotions et ils vont pouvoir du coup définir quand elles surviennent, à quel niveau d'intensité elles sont présentes et comment elles sont exprimées. Donc la régulation émotionnelle, elle vient nous poser à un instant donné, dans un cadre de processus de conscientisation, et on va prendre conscience de nos émotions, on va prendre conscience de leur degré de présence à l'intérieur de nous-mêmes, et de la manière dont elles s'expriment. Donc, les techniques de régulation émotionnelle que l'on va pouvoir identifier à ce moment-là, ce sont donc d'abord l'identification des émotions, c'est-à-dire que je suis capable de reconnaître quelle est l'émotion qui me traverse à cet instant donné. Je vais tenter, ou tout au moins essayer d'accepter que cette émotion me traverse. Et ensuite,
je vais mettre en place des stratégies, et notamment les stratégies de coping, avec les distractions, les réévaluations cognitives, etc., qui permettront une résolution de la régulation émotionnelle. Coping, ça voudrait dire, si vous voulez, ajustement. Et en fait, la, la régulation émotionnelle, c'est un petit peu ça, c'est qu'elle va nous demander de nous ajuster. Puisque l'émotion, c'est une réponse complexe à des stimuli qui vont être internes et ou externes et qui vont comprendre des expériences subjectives, des réactions physiologiques et des expressions comportementales. Donc, ce qui caractérise les émotions, ce sont les réponses subjectives, par exemple. Les émotions, elles vont être vécues de manière personnelle, elles vont être vécues de manière individuelle, elles vont varier d'un individu à l'autre. Et par exemple, une personne va pouvoir ressentir de la joie en assistant à un événement heureux, tandis qu'une autre va pouvoir éprouver de la tristesse pour un même événement heureux. On a parfois des gens qui, lors d'un anniversaire, se sentent nostalgiques des années qui viennent de s'écouler et qui ressentent plutôt de la tristesse, et d'autres qui sont dans la joie de célébrer la vie et qui vont ressentir une joie partagée, etc. Donc, pour un même événement, une grossesse, une naissance, un anniversaire, peu importe, on va tous avoir notre réponse individuelle à cet événement. Et donc, c'est très important de prendre conscience que l'émotion, elle est d'abord subjective. C'est-à-dire que si on espère calquer quelque chose en disant mais je ne devrais pas ressentir de la tristesse, je ne devrais pas ressentir de la colère, je ne devrais pas, on commence déjà à ne plus être dans la régulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on est en dysrégulation, on n'est pas dans ce principe que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir identification, acceptation et stratégie de régulation. On est en train de bloquer déjà cette notion d'acceptation émotionnelle. C'est également une émotion, c'est également une réaction physiologique. Les émotions vont s'accompagner souvent de changements physiologiques, comme par exemple l'augmentation du rythme cardiaque, des tensions musculaires, une libération d'hormones, etc. Par exemple, la peur va provoquer parfois des réactions de combat ou de fuite, entraînant donc une augmentation de l'adrénaline. Donc il y a dans l'exploration de nos émotions une modification physiologique de notre organisme. Et c'est pareil, il va falloir en prendre conscience, l'accepter et s'adapter. Les émotions vont se manifester à travers des comportements et des expressions faciales la plupart du temps. Le fait de sourire peut indiquer de la joie, tandis qu'une grimace peut indiquer de la colère ou du dégoût. Donc, selon l'expression du visage, on va avoir un début de conscience de ce qui se passe en nous-mêmes. Et c'est par cette expression du visage que l'enfant va commencer petit à petit à intégrer cette notion de régulation émotionnelle. Hein, il y a eu des tests qui ont été faits sur des visages de parents qui n'exprimaient aucune émotion et qui étaient extrêmement anxiogènes dans la relation sécure à l'enfant, parce que l'enfant a tout de suite intimement conscience que la régulation émotionnelle va être indispensable à sa survie. Les émotions font partie du mécanisme de survie humain. Donc, la régulation émotionnelle va être un élément fondamental dans la mise en place d'une survie efficiente pour le nourrisson. Donc, le fait d'avoir un visage qui va exprimer des émotions et que l'enfant va pouvoir commencer à s'identifier, à les repérer, va être un élément de régulation émotionnelle pour lui plus tard. Enfin, les notions de durée et d'intensité que nous traversons tous à travers le vécu émotionnel sont parfois de courte durée. Une émotion, ça peut durer quelques instants, quelques secondes, et ça peut être parfois prolongé de plusieurs minutes. Et donc, l'information émotionnelle peut varier, et de même que son intensité. Ça peut être une légère irritation à une colère explosive, par exemple, dans le cas de la colère. Donc, toutes ces informations-là, dans la régulation émotionnelle, vont être pertinentes sans avoir à les juger, à les commenter. Il va falloir simplement être traversé et les accepter. Chez des individus qui présentent par exemple une hyper-émotivité, il y a très souvent un vécu douloureux en lien avec une intensité et une durée émotionnelle qui leur semble excessive. Et tout notre travail de thérapeute, c'est d'accompagner ces patients à accepter
que leur vécu émotionnel est celui-ci. Et donc de les aider à réguler cette émotion qui est, certes, vu ce qu'ils décrivent, très intense et parfois extrêmement désagréable. En tout cas pour eux. Donc il va nous falloir déconnoter le vécu émotionnel des individus. Les émotions peuvent être classées en plusieurs catégories. Donc, par exemple, vous avez les émotions de base et les émotions dites complexes. Les émotions de base, elles comprennent la joie, la tristesse, la colère, la peur, pour certaines théories. Et certains théoriciens ajoutent à ces émotions de base dégoût et surprise. Ce sont les émotions sur lesquelles est basé le film Vice-Versa, que je vous conseille si vous avez besoin d'avoir des éléments théoriques qui sont visuellement très parlants. Ce film est extrêmement bien fait. Et donc, les émotions de base, joie, tristesse, colère, peur pour certains, en plus dégoût, surprise, ce sont les émotions qui sont considérées comme innées et qui sont présentes dans toutes les cultures universelles. Donc, elles vont faire partie de ce que je vous disais tout à l'heure, du bagage de survie de l'être humain. Donc, on ne va pas connoter la colère, on ne va pas la juger en disant il faut se débarrasser de la colère ou il faut se débarrasser de la peur, comme parfois certains patients viennent en consultation pour se débarrasser de la peur ou pour ne plus être en colère. C'est illusoire. On ne se débarrassera jamais de la colère, on ne se débarrassera jamais de la peur. Par contre, parce qu'on va travailler sur soi, qu'on va apprendre la régulation, qu'on va apprendre à laisser passer les émotions et à les laisser parfois être traversées, alors on va pouvoir se libérer du ressenti émotionnel que le patient vit comme douloureux. Les émotions dites complexes, elles vont résulter d'une combinaison d'émotions qui sont des émotions de base, plus des émotions comme la honte, la culpabilité, la fierté, et qui sont, on va dire, des combinaisons de plusieurs émotions. Et donc, on peut combiner à l'envie des émotions de base avec des ressentis qui vont colorer le vécu émotionnel. Par conséquent, cette coloration, un petit peu comme un peintre avec toute une palette de couleurs, vont jouer un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Elles nous permettent trois choses. Elles nous permettent de nous adapter, donc elles vont nous aider à faire face aux défis et aux situations sociales en nous aidant vers des comportements appropriés. Elles vont nous permettre de mieux communiquer, de transmettre des messages aux autres et de faciliter par conséquent les interactions sociales. Et puis elles vont nous aider enfin à prendre des décisions. Les émotions vont influencer nos choix, nos jugements, conscients ou inconscients, et elles vont nous permettre de nous positionner. Donc, ces informations, ce sont des mouvements, donc qui sont à la fois internes et à la fois externes, vont nous permettre de nous adapter au monde, de nous adapter à ce que nous sommes en train de vivre, que ce soit notre monde intérieur ou notre monde extérieur. Elles nous permettent de mieux communiquer avec nous-mêmes, avec les autres, et de décider, de faire poser des choix. Poser des choix, c'est être libre. Quand on sait poser un choix, quand on est conscient de ce qu'on décide pour soi-même, on devient libre. Et on va dire le principe de l'accompagnement psychique et de nos thérapies, c'est quand même d'amener l'individu à la libération de lui-même. C'est-à-dire qu'il devienne libre de ses choix, libre de ses comportements, qu'il soit pleinement conscient de lui-même, comme dirait Jung. Donc les émotions sont des expériences humaines fondamentales qui vont contribuer largement à notre perception du monde, à nos interactions avec autrui et à notre bien-être psychologique. Elles sont une part intégrante de notre existence, agissant comme des signaux précieux qui nous aident à naviguer dans la vie. Abordons maintenant la notion du contrôle pulsionnel et on va petit à petit en distinguer l'un de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'un contrôle pulsionnel? Eh bien, c'est notre capacité à gérer et à modérer nos impulsions, nos désirs et nos comportements immédiats. Il est essentiel d'avoir un contrôle pulsionnel dans notre prise de décision parce que les impulsions non régulées vont parfois mener à des comportements dits à risque. Par exemple, les achats compulsifs, les consommations de substances, les réactions violentes, les troubles du comportement alimentaire, etc., etc.
Donc, je vais bien définir là le contrôle pulsionnel et ensuite nous aborderons ces deux notions pour venir vraiment expliquer la différence entre une régulation émotionnelle et un contrôle pulsionnel. Donc, qu'est-ce qu'une pulsion? Eh bien, une pulsion, c'est une force interne qui va pousser un individu à agir d'une certaine manière, répondant à un besoin ou un désir. Elle est souvent considérée comme une motivation inconsciente qui peut déclencher des comportements instinctifs ou impulsifs. Qu'est-ce qui caractérise les pulsions? Eh bien, les pulsions qui sont d'origine instinctive. Elles font parler de nos instincts humains. Les pulsions sont souvent liées à des besoins biologiques ou psychologiques fondamentaux. Par exemple, la faim, la soif, la sexualité, la recherche de sécurité. Dans ces cas-là, elles sont considérées comme des forces primordiales qui vont motiver un comportement. Donc, au-delà de nous maintenir en survie, elles parlent aussi de nos besoins, les pulsions. Elles exercent en tout cas sur nous une pression psychologique. Une pulsion, en effet, va engendrer une sensation de tension, une sensation d'urgence qui va exercer une pression sur la personne que nous sommes pour agir afin de satisfaire un besoin sous-jacent. Par exemple, la pulsion de faim va très souvent pousser une personne à aller chercher de la nourriture. Et puis, évidemment, la pulsion, c'est une énergie motrice. Les pulsions peuvent être décrites comme une sorte d'énergie qui nécessite une expression, une résolution immédiate. Si elles ne sont pas satisfaites, elles peuvent entraîner de graves frustrations, de l'angoisse et des comportements inadaptés. Alors, quels sont les types de pulsions? Eh bien, ça a été décrit par Sigmund Freud, qui disait qu'il y avait deux grands types de familles de pulsions. Les pulsions peuvent être classées selon deux grandes catégories, donc les pulsions de vie, que Freud appelait Eros, en lien avec la survie, la reproduction, l'amour, les rapports sociaux. Elles favorisent la croissance, la créativité et les expériences positives. Versus les pulsions de mort, que Freud a appelées Thanatos, et qui sont des pulsions qui peuvent inclure des comportements dits destructifs, des tendances autodestructives et des actions impulsives qui nuisent à soi-même et aux autres. On a tous exploré des comportements où on s'auto-saborde, où on se dit mais pourquoi ai-je fait ça? Parce qu'en réalité, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et ça n'a pas eu le temps de passer par la conscience, ça s'est passé dans une instantanéité, dans une résolution pulsionnelle, et où on sent qu'on se détruit d'une certaine manière quand on, quand on laisse cette pulsion se réaliser. Donc le rôle des pulsions dans le comportement humain, en effet, va influencer sur notre prise de décision. Les pulsions vont influencer nos décisions de manière significative, souvent en nous poussant à agir de manière rapide et parfois irrationnelle. Par exemple, une pulsion forte peut inciter quelqu'un à consommer de la nourriture, même en dehors des repas, à agir impulsivement dans des situations de stress. C'est vrai que les pulsions, des compulsions alimentaires font partie des pulsions extrêmement fréquentes chez tous les individus. Donc, le comportement humain va également être traversé par la nécessité de réguler et de contrôler ces pulsions. Et la capacité à gérer et à réguler nos pulsions, elle est essentielle dans notre vie quotidienne. Un bon contrôle pulsionnel va permettre donc d'être capable de différer la gratification et de prendre des décisions réfléchies, tandis qu'un manque de contrôle peut mener à des comportements à risque ou destructeurs. On a tous en tête un adolescent qui a énormément de mal à se mettre au travail et où, en fait, il n'arrive pas à contrôler sa pulsion, qui, pour le coup est une pulsion de mort, ou une pulsion qui ne l'aide pas à se mettre au travail, à réaliser quelque chose pour lui-même, et où il est figé, bloqué, dans une incapacité à différer cette gratification. Il préfère jouer aux jeux vidéo dans l'immédiateté, plutôt que travailler son anglais qui lui apportera une bonne note dans 2, 3 semaines et éventuellement un bac dans 2, 3 ans. Donc, cette difficulté à différer la pulsion, ça fait partie d'une déficience de contrôle pulsionnel. Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a une vingtaine d'années pour apprendre à réguler nos émotions.
Mais on ne pourra réguler nos émotions que si on apprend à contrôler nos pulsions. Et donc, le contrôle pulsionnel, c'est vraiment en lien avec l'éducation d'un enfant. Il faut apprendre aux enfants à contrôler leurs pulsions. Une pulsion, ça se contrôle. Une émotion, ça se parle. Et donc, cette notion que je vais peut-être commencer à répéter, elle est fondamentale parce qu'elle permet à nos enfants de pouvoir se projeter dans le temps, dans une gratification. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de se dire, bah, là, je fais un effort, mais c'est pas grave, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurai le fruit de mon travail. Alors, il y a parmi vous une participante qui n'a pas fermé son micro, donc je vais me permettre de le couper, parce que sinon on est un peu embêté. Voilà. Donc, ces pulsions, c'est une force interne donc qui vont nous inciter à agir en réponse à un besoin, ça parle de nos besoins. Ça parle aussi de nos désirs et de nos désirs spécifiques. La compréhension des pulsions et leur régulation est cruciale pour maintenir un équilibre mental et émotionnel et pour éviter... Alors, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Hop là. Alors, je vais reprendre ce que j'étais en train de dire. Donc, cette compréhension des pulsions, elle est cruciale pour maintenir un équilibre mental et émotionnel, pour éviter les comportements impulsifs qui vont pouvoir parfois avoir des conséquences négatives sur la vie d'un individu et donc être capable de l'inscrire dans le temps. C'est-à-dire que être capable de différer son émotion, son ressenti, c'est vital. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a des enfants qui se chamaillent en cours de récréation, ils sont en cinquième, ils se sont disputés en cours de récré, donc un truc hyper banal, et puis ils arrivent en cours de maths. S'ils ne sont pas capables de différer ce qui s'est passé dans leur récré et qu'on ne leur a appris que à exprimer leurs émotions, en fait, ils vont être incapables de réguler. Alors, je suis désolée, mais il y a plein de personnes qui ont leurs micros qui sont ouverts et c'est très, très désagréable pour suivre la conférence. Donc, je vous demanderai d'être bien vigilante, de fermer vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, on entend tout ce qui se passe chez vous. Alors, C'est rien, tu vas marcher comme ça. Je veux aussi des poids et je te dépose. S'il te plaît. alors, je suis désolée, mais c'est vraiment très désagréable. Si vous pouvez faire attention au micro, ce serait vraiment sympa pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, excusez-moi, je vais reprendre, mais donc, cette capacité à différer le vécu émotionnel est centrale. Et en fait, ça, c'est vraiment ce que nous, on va pouvoir apporter à nos enfants et parfois évidemment à nos patients, c'est-à-dire leur capacité à leur dire, attends, là, ok, tu es en train de vivre une émotion, eh bien, on peut la parler, mais pas maintenant. Et donc d'être capable de différer, de poser un temps entre l'émotion et la pulsion, c'est fondamental. C'est ce qui va permettre ce contrôle émotionnel et ce contrôle pulsionnel, pardon, et cette régulation émotionnelle. Excusez-moi, je vais reprendre le cours de mon cerveau. Donc l'importance du contrôle émotionnel, c'est un aspect essentiel du processus décisionnel. C'est-à-dire qu'un individu, prenons un jeune qui est en train de jouer à sa console de jeu, et qui n'est pas capable de contrôler sa pulsion de jeu pour se mettre au travail et différer l'obtention d'une note en maths à la semaine prochaine, eh bien, du coup, il n'arrive pas à décider pour lui-même. Il est prisonnier de sa console de jeu. Il est donc prisonnier de sa pulsion. Donc, permettre aux individus de gérer leurs désirs et leurs besoins immédiats afin de prendre des décisions réfléchies, qui sont bénéfiques à long terme, c'est essentiel et c'est le rôle du contrôle pulsionnel. Le contrôle pulsionnel va également être central dans la prévention des comportements à risque. Pouvoir gérer et modérer nos pulsions dans des comportements immédiats est essentiel. Il va falloir qu'on soit en capacité d'évaluer les conséquences, de permettre aux individus d'évaluer les conséquences potentielles de leurs actions, de prendre du recul et de s'inscrire dans un impact à long terme sur leur vie. Donc l'inscription dans le temps, dans le cadre du contrôle émotionnel, du contrôle pulsionnel, pardon, est essentielle. En restant lucide
face à des pulsions fortes, une personne va pouvoir réfléchir de manière critique, prendre des décisions plus fondées et éviter ainsi des actions impulsives basées sur des ressentis passagers. Dans les interactions sociales, le contrôle pulsionnel va également aider à réguler les réactions émotionnelles, prévenir les conflits inutiles, promouvoir des relations saines. En gérant une pulsion de colère, par exemple, on va éviter une dispute qui pourrait nuire à des rapports interpersonnels. Donc, les impulsions non régulées sont ont pour conséquence des comportements à risque. Les prises de décision impulsives, par exemple, vont mener à des décisions hâtives, vont mener, par exemple, à une analyse qui n'est pas réfléchie de la situation, à prendre des comportements qui auraient des conséquences sur notre santé à long terme, sur nous faire prendre des risques, par exemple, dans notre consommation d'alcool, le fait de pouvoir conduire derrière, etc. Donc, un comportement à risque, typiquement, c'est lorsqu'une personne va céder à ses pulsions sans les réguler et s'engager dans un comportement à risque comme consommer des substances, consommer de la drogue, consommer de l'alcool, etc. Des dépenses impulsives en achetant des produits coûteux sans en avoir besoin, entraînant des difficultés financières. Les comportements à risque vont également être une réponse à des émotions non régulées, comme la colère, l'anxiété, la tristesse. Et donc, les émotions non régulées font également partie des dysfonctionnements d'une absence d'un contrôle pulsionnel. Les comportements à risque vont évidemment avoir des conséquences graves sur la santé, avec des comportements à risque sur la santé physique, la santé mentale, la mise en place de dépendance, des maladies transmissibles, l'éventuelle survenue de blessures, des comportements impulsifs qui vont entraîner des problèmes juridiques parfois, des arrestations, des conduites imprudentes, de l'isolement, de la détérioration des relations interpersonnelles. Donc, on ressent, lorsqu'on vit une absence de contrôle pulsionnel, beaucoup de culpabilité et beaucoup de regrets. Donc, les personnes qui agissent impulsivement vont souvent éprouver des sentiments de culpabilité, de regret ou de honte, de dévalorisation de soi et d'entrer du coup dans un cycle de comportement autodestructeur. Le contrôle pulsionnel va donc être crucial pour une prise de décision éclairée, responsable, en permettant d'évaluer les conséquences de nos actions et d'agir de manière réfléchie plutôt que réactive. En l'absence de ce contrôle, les impulsions vont conduire à des comportements à risque, des impacts négatifs sur la santé. Et développer donc nos régulations émotionnelles et notre contrôle pulsionnel va être essentiel pour améliorer notre bien-être. Donc, voici la suite, régulation émotionnelle versus contrôle pulsionnel, vous allez me dire. Donc, on va venir distinguer ces deux notions qui sont en effet parfois extrêmement proches. Les émotions, ce sont des éléments qui vont enrichir nos expériences de vie, influencer nos décisions, renforcer nos relations interpersonnelles. Elles peuvent également nous aider à naviguer dans des situations sociales complexes. Les pulsions sont considérées comme des réponses ou des conséquences d'émotions non régulées. Donc voilà comment ça se produit. L'émotion déclenche une pulsion. Par exemple, les émotions intenses comme colère, peur, anxiété, tristesse peuvent provoquer des pulsions. Par exemple, lorsqu'une personne se sent extrêmement frustrée, elle peut ressentir une pulsion à agir de manière impulsive, comme crier ou frapper un objet. Donc, au départ, il y a une émotion qui, lorsqu'elle est trop intense, va devenir une pulsion et devoir être contrôlée. Alors que si elle n'avait été que ressentie, on va dire, simplement, on aurait pu simplement la réguler. Donc, l'accumulation d'émotions non régulées vont générer une tension émotionnelle qui va entraîner énormément de pulsions derrière. Lorsqu'une personne ne régule pas ou n'exprime pas, par exemple, ses émotions, elles peuvent s'accumuler, créant une tension psychologique, et cette accumulation va mener à un débordement où les pulsions vont prendre le dessus, entraînant des actions soudaines et souvent inappropriées. Dans certaines situations également, les individus vont chercher à éviter les émotions négatives, par exemple la tristesse ou la peur. Cet évitement va conduire à des comportements impulsifs et donc entraîner des pulsions. Ce qui est très important, c'est que l'évitement émotionnel va être au centre de la problématique de la régulation émotionnelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Être traversé par une émotion, c'est-à-dire la reconnaître, l'accepter et la résoudre, implique obligatoirement le fait de ne pas connoter une émotion, de ne pas en avoir peur, de ne pas avoir peur de ressentir la peur, de ne pas avoir peur de ressentir la colère, de ne pas avoir peur de ressentir la joie, de ne pas avoir peur de ressentir euh, la tristesse, etc. Donc, le fait d'être dans l'acceptation du vécu émotionnel va permettre de ne pas rentrer dans le cercle infernal de l'évitement de l'émotion douloureuse qui va générer de la pulsion et qui va générer donc une perte de contrôle émotionnel. Lorsque les émotions ne sont pas bien régulées, elles vont provoquer un déséquilibre dans le système émotionnel d'un individu et ce déséquilibre va entraîner une diminution de capacité à exercer un contrôle sur ses pulsions. Une personne qui ressent par exemple une grande colère peut perdre son sang-froid et agir de manière impulsive plutôt que de prendre un moment pour réfléchir à la situation. Donc, finalement, ce qui va distinguer l'émotion de la pulsion, c'est le temps que l'on prend pour la ressentir. C'est-à-dire que si on accepte de ralentir, de se poser et de simplement être traversé par l'émotion, alors elle ne deviendra pas une pulsion et on n'aura pas à la contrôler. On aura simplement à en être traversé. Si par exemple, si au contraire on est débordé par le vécu émotionnel, qu'on n'arrive pas à prendre du recul, alors elle va se transformer en pulsion et ce sera trop tard. Il faudra simplement la contrôler. Par exemple, lorsqu'on a quelqu'un qui nous exprime une émotion de tristesse et que, par exemple, il est déçu de notre comportement, on va pouvoir venir poser des mots. On est dans ces situations de coping où on s'adapte, où on s'ajuste, et on peut recevoir l'émotion de l'autre et la parler et l'échanger. En revanche, si cette personne nous exprime une déception de nous-mêmes en nous hurlant dessus, en nous frappant et en nous mordant, eh bien, là, il n'y a plus de place à la régulation émotionnelle. On ne peut être que dans le contrôle pulsionnel, c'est-à-dire le stop. Les émotions vont générer des réactions physiologiques dans le corps, comme une augmentation du rythme cardiaque, la montée d'adrénaline, on l'a vu tout à l'heure, des tensions musculaires, une réponse physiologique qui peut intensifier des pulsions, comme par exemple des états de stress intense, la pulsion à éviter une menace, etc., etc. Donc, les réactions physiologiques aux émotions et aux pulsions sont parfaitement normales. Au fil du temps, les individus vont développer des associations entre certaines émotions et des comportements impulsifs. Par exemple, une personne qui a appris à gérer sa colère en explosant peut régulièrement céder à cette pulsion lorsqu'elle se sent frustrée, renforçant ainsi un schéma de comportement inadapté. Donc, du coup, le basculement de l'émotion à la pulsion et à la décharge pulsionnelle va être un dysfonctionnement de la régulation émotionnelle. Donc, nous, dans notre travail thérapeutique, il va falloir qu'on revienne à la régulation émotionnelle pour arrêter l'explosion du ressenti pulsionnel. Ainsi, les pulsions vont résulter parfois d'émotions non régulées en raison de tensions psychologiques accumulées, de l'évitement des émotions difficiles, de la perte de contrôle et des réponses physiologiques qui amplifient le besoin d'agir rapidement. C'est-à-dire, j'arrive pas, moi, à me contrôler. La régulation émotionnelle adéquate va jouer un rôle crucial pour aider les individus à reconnaître, comprendre et gérer leurs émotions, réduisant ainsi le risque de comportements impulsifs. Une meilleure gestion des émotions peut contribuer à développer un meilleur contrôle pulsionnel et à favoriser des réactions plus réfléchies et appropriées aux différentes situations. Les émotions et les pulsions sont donc deux aspects fondamentaux de la psyché humaine qui influencent nos comportements et nos décisions. Les émotions sont des réponses complexes et contextuelles, tandis que les pulsions, elles, ce sont des forces internes plus primordiales qui vont pousser à l'action. Comprendre ces différences peut aider à mieux gérer nos réponses et développer des stratégies efficaces pour la régulation émotionnelle et le contrôle pulsionnel. Voyons maintenant les mécanismes psychologiques et les différences biologiques et psychologiques entre ces deux concepts. Donc, la régulation émotionnelle et le contrôle pulsionnel vont être deux concepts souvent confondus, mais ils vont présenter des différences biologiques et psychologiques significatives. Et peut-être que vous allez mieux comprendre, du coup, ce qu'il en est.
La régulation émotionnelle, elle, va impliquer un système limbique, et en particulier l'amygdale, qui va jouer un rôle central dans la gestion des émotions, où le cortex préfrontal est également engagé car il aide à modérer les réponses émotionnelles et évaluer les situations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce cortex préfrontal, le système limbique et principalement l'amygdale vont être au centre de notre capacité à prendre ce temps de distance pour venir être traversé, accepté et nous adapter. Les neurotransmetteurs en lien avec la régulation émotionnelle sont influencés par la sérotonine et la dopamine principalement, qui vont moduler nos humeurs et nos émotions. Le contrôle pulsionnel, lui, est également lié au cortex préfrontal, mais il implique davantage les circuits dopaminergiques et les structures liées à la réactivité comme le striatum. Alors, on va faire juste 2 secondes pour vous expliquer juste quelques petites zones cérébrales. Donc, le striatum, c'est des structures cérébrales sous-corticales qui sont impliquées dans des notions, et c'est pour ça que c'est important, de la planification motrice, la prise de décision, la motivation et les apprentissages. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, ces pulsions, elles sont en lien avec des zones qui donc s'occupent de planifier nos gestes, prendre des décisions, motiver un comportement et mettre en route des apprentissages. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont centraux pour un individu en fonction. Au cours du diplôme universitaire de méditation et de pratique respiratoire, on reviendra beaucoup sur ces notions d'apprentissage et sur ces notions de motivation, c'est-à-dire comment on apprend, comment on fait pour apprendre, comment on arrive à prendre ce pas nécessaire pour nous mettre dans une motivation d'apprentissage. Là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose et en fait, il faut savoir que l'apprentissage, c'est toute notre vie que ça doit nous occuper. Donc, apprendre à apprendre est central et le vécu pulsionnel va être au centre de notre capacité à apprendre. Le contrôle pulsionnel est souvent associé à des activités liées au système de récompense et peut être affecté par des facteurs biologiques tels que l'addiction ou les troubles de la personnalité, bien évidemment. Mais si, en fait, on n'a pas cette pulsion de vie qui est de nous projeter dans un avenir où on aura, par exemple, un métier qui nous plaît, des comportements sains avec les autres, des relations qui nous rendent joyeux. Si on n'a pas cette capacité à se projeter avec notre pulsion dans notre vie pour un bien-être individuel, alors on ne sera pas libre de nos décisions, on ne sera pas libre de nos choix et on ne sera que prisonnier de nos pulsions immédiates. On ne sera pas en capacité de les inscrire dans le temps, on ne sera pas capable de les différer. Les différences psychologiques, donc, c'est que cette régulation émotionnelle, c'est notre capacité donc à gérer et à moduler les émotions en fonction des circonstances, c'est-à-dire les stratégies conscientes et inconscientes pour influencer l'intensité et la durée des émotions. Les stratégies de régulation vont comprendre la réévaluation cognitive, par exemple, la suppression émotionnelle, l'expression sociale des émotions. Quant au contrôle pulsionnel, lui, va concerner notre capacité à inhiber et à gérer nos impulsions qui peuvent conduire à des comportements inappropriés ou destructeurs. Cela est souvent lié à des désirs immédiats qui doivent être réprimés face aux normes sociales ou aux conséquences futures. Les stratégies de contrôle pulsionnel vont inclure la mise en place de limites, l'évaluation des conséquences d'un comportement impulsif et l'apprentissage de l'autodiscipline, ce qui est au centre de l'éducation d'un enfant. La régulation émotionnelle est axée sur la gestion des émotions et l'adaptation à des situations émotionnelles, tandis que le contrôle pulsionnel, lui, met l'accent sur l'inhibition de comportements impulsifs. Biologiquement, ces 2 processus vont impliquer le cerveau et les neurotransmetteurs, mais ils utilisent aussi tous les réseaux neuronaux et les mécanismes afférents. Psychologiquement, ils se manifestent par des stratégies distinctes en fonction des besoins émotionnels et des désirs immédiats. Alors, l'importance des émotions de base dans la régulation émotionnelle. Je vais revenir un petit peu sur qu'est-ce que les émotions de base. Les émotions de base, c'est la peur, la joie, la tristesse, la colère.
Elle joue un rôle fondamental dans la régulation émotionnelle. Par exemple, la peur, elle a une fonction cruciale, c'est de nous permettre de réagir face à la peur, c'est de savoir évaluer les risques, prendre des décisions prudentes et faire preuve de courage, nous engager physiquement et émotionnellement. Donc, se désensibiliser à la peur, on va le faire progressivement et on va apprendre à affronter nos peurs. C'est ce qui nous permet d'entrer dans la vie. Donc, la régulation de la peur, elle est fondamentale pour bien grandir. De la même que la joie, c'est une émotion positive qui va nous être demandée de cultiver. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Qu'est-ce qui te permet de te projeter en sécurité, dans un bien-être général, dans un engagement social? La joie va stimuler nos comportements prosociaux. Elle va favoriser les interactions positives, l'empathie, le soutien mutuel. Il est fondamental à nos enfants d'apprendre à cultiver leur joie, de venir se nourrir de cet équilibre émotionnel dans lequel on se sent bien avec les autres. Des personnes qui sont mal avec les autres, qui considèrent que les autres sont un problème et qu'en fait, ils doivent ne s'occuper que d'eux-mêmes, ce sont des gens qui ne connaissent pas la joie, ne cultivent pas la joie. La tristesse, elle, est en lien avec la perte, la déception, le chagrin. On a besoin de soutien, on a besoin des autres, on a besoin d'analyser des situations vécues et de changer nos comportements. Réguler notre émotion de tristesse, c'est savoir exprimer la tristesse, la reconnaître et s'inscrire dans un processus de deuil et de guérison. Les stratégies de gestion de la tristesse, c'est le partage des sentiments, l'adoption d'activités apaisantes, les réflexions constructives, etc. La colère, eh bien la colère, elle survient souvent en réaction à l'injustice, à la frustration, à l'atteinte de nos valeurs personnelles. Elle est un moteur à l'action, mobilisant l'énergie. Elle nous permet de faire face à des situations de conflit. Bien réguler la colère va permettre d'entraîner des changements positifs dans notre vie, de nous défendre, le respect de nous-mêmes, l'engagement dans des causes justes. Et lorsqu'elle est mal gérée, bien sûr, elle peut entraîner des comportements destructeurs. Des techniques utiles incluent la respiration consciente, par exemple, l'identification des déclencheurs de colère, l'apprentissage de l'expression assertive des sentiments sans agression. Donc, toutes ces émotions de base qu'on vient de dire, peur, joie, tristesse, colère, vont jouer un rôle essentiel dans cette régulation émotionnelle, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir peur des émotions, mais de comprendre ce qu'elles sont en train de nous dire sur notre vie actuelle. Chacune d'entre elles va contribuer donc à notre survie, à notre bien-être et notre développement personnel. Et comprendre et réguler ces émotions va permettre évidemment d'améliorer la qualité de nos interactions sociales et des expériences vécues. Le fonctionnement du cerveau, eh bien, c'est un fonctionnement très complexe, on l'a vu, hein, les structures limbiques, préfrontales sont importantes pour comprendre comment réguler nos émotions et contrôler nos pulsions. Donc, le système limbique va être impliqué. Il est souvent défini comme on dit le cerveau émotionnel. Il va opérer de manière automatique et rapide. Le cortex préfrontal, quant à lui, va nous permettre en fait de réguler et de contrôler nos pulsions en permettant aux individus de réfléchir avant d'agir et de différer la gratification. Le cortex préfrontal aide à moduler les émotions générées par le système limbique et il est impliqué dans l'inhibition des réponses émotionnelles excessives en permettant une gestion plus rationnelle des situations émotionnelles. C'est la dernière zone qui est câblée pour les adolescents. Donc, c'est pour ça que la maturation de la régulation émotionnelle et du contrôle pulsionnel est si tardive. C'est que la connexion au cortex préfrontal est très tardive. Elle se fait dans le dernier temps de la maturation neuronale. Les interrelations entre le système limbique et le cortex préfrontal, eh bien, normalement, c'est un équilibre entre émotion et raison. C'est-à-dire que le système limbique et le cortex préfrontal vont fonctionner ensemble pour créer un équilibre entre nos émotions et nos tendances impulsives. Une émotion intense peut être atténuée par la réflexion rationnelle pour prendre une meilleure décision. Donc, il va falloir que le système limbique et le cortex préfrontal fonctionnent bien ensemble et main dans la main pour nous permettre de nous donner du temps à l'action. Dans certaines situations, malheureusement, comme le stress intense, les traumas, les troubles psychologiques, cette communication entre les deux systèmes se détériore. Cela peut entraîner une prise de décision inappropriée et des réactions émotionnelles intenses résultant de comportements impulsifs. Le système limbique et le cortex préfrontal vont donc être
complémentaires dans le traitement des émotions et le contrôle des impulsions. Et le système limbique va interagir rapidement sur les émotions, sur les stimuli émotionnels, alors que le cortex préfrontal, lui, va émettre une réflexion critique et un autocontrôle. Une bonne régulation émotionnelle va résulter d'une interaction harmonieuse entre ces deux parties du cerveau, permettant d'apporter des réponses réfléchies aux émotions et aux pulsions que nous éprouvons. Les pulsions sont souvent le résultat d'émotions non régulées. Je pense avoir été assez insistante sur cette notion. Les applications pratiques, maintenant. Eh bien, évidemment, je vous parlerai des techniques de régulation émotionnelle, comme la méditation de pleine conscience, les techniques de respiration et l'autocompassion dans la gestion des émotions, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ces techniques nous aident à revenir là. Ce fameux instant présent dont on parle temps nous permet en fait de nous poser et de permettre à notre cortex préfrontal de se mettre en route et de nous donner le temps de la réflexion nécessaire à l'action. Le limbique nous informe, le préfrontal décide. Et normalement, quand on a tout qui est régulé dans le temps de l'instant présent, alors on est beaucoup plus libre de nos décisions et de nos actions. Souvent, on dit en méditation qu'on répond au lieu de réagir. Donc, le mindfulness va être un élément essentiel dans la régulation émotionnelle parce qu'il nous permet de prendre le temps de ressentir. Les techniques de respiration, évidemment, sont aussi des techniques qui sont extrêmement complémentaires à la méditation et aux méditations de pleine conscience particulièrement. Elles sont très liées, puisqu'on ne peut pas respirer dans le passé et on ne peut pas respirer dans le futur. L'action même de respirer est une action du temps présent. Et puis, aujourd'hui, on a quand même suffisamment de techniques respiratoires qui nous permettent de nous reconnecter à ce qu'on est en train de vivre, à ce monde intérieur qui nous habite et qui nous permet de nous insérer dans le monde extérieur. Et puis, bien sûr, tout ce qui est technique d'autocompassion. Donc, je vous parle de ces techniques d'autocompassion parce que dans le diplôme universitaire de méditation et de pratique respiratoire que je dirige, méditation est au pluriel parce que il n'y a pas que le mindfulness qui est intéressant à explorer, il y a d'autres techniques, mais qui sont, on va dire, connotées un petit peu plus dans la spiritualité. Alors, il est bien évident que le DU est totalement areligieux et n'est pas du tout un prosélytisme à une religion quelconque, mais il y a dans ces pratiques d'autocompassion une intentionnalité de nous faire du bien qui n'est pas présente dans le mindfulness. Et donc, je trouve très intéressant de revenir à des techniques traditionnelles, comme la méditation traditionnelle tibétaine, par exemple, qui vient nous repositionner dans ces fondamentaux de la méditation de la bienveillance, par exemple, de la méditation de l'autocompassion, et qui sont des pratiques ancestrales qui nous permettent d'être en paix avec ce qu'on est en train de vivre, et plus de le connoter. Ah, hop là. Enfin, améliorer le contrôle pulsionnel, eh bien, c'est élaborer ce qu'on appelle des stratégies de renforcement du contrôle. Tout à l'heure, on a parlé de planification motrice. Planifier un geste, être capable de l'analyser, être capable de le contrôler est central, par exemple, chez des individus qui pratiquent du sport de haut niveau. Leur contrôle pulsionnel va améliorer, par exemple, leur contrôle moteur. On va réfléchir sur les conséquences aussi à long terme de nos comportements impulsifs. Donc, on va s'inscrire dans le temps, on va se projeter avec notre décision et on va voir ce qu'on est en train de mettre en place pour nous-mêmes dans le temps. Et puis, évidemment, l'importance de la prise de conscience et du moment présent dans la décision. Tous ces éléments de contrôle pulsionnel sont abordés au cours du diplôme universitaire. Donc, l'importance des pratiques méditatives et respiratoires dans l'accompagnement de la régulation émotionnelle et du contrôle pulsionnel est centrale. C'est pourquoi je voulais vous parler de cette formation qui débute le 3 octobre 2024 et qui sera assurée par moi-même et par deux autres enseignants qui sont Anthony Nou et David Oer. David Oer est le spécialiste mondial de la cohérence cardiaque
Anthony, lui, est thérapeute, sonothérapeute, compositeur de méditation sonore et nous permettra d'aborder tout ce qui est technique de contrôle pulsionnel et de régulation émotionnelle en lien avec le son. Ce sont 2 journées de théorie visionnable en replay par mois, ainsi qu'une demi-journée de pratique le samedi matin par mois également. Donc, c'est toujours jeudi, vendredi, samedi matin. Le jeudi et le vendredi, ce sont des journées théoriques, évidemment avec de la pratique aussi, mais plutôt de la théorie, et c'est revisionnable en replay. Le samedi matin, c'est également revisionnable en replay, mais je trouve ça assez intéressant de venir poser des pratiques tous ensemble le samedi matin pour apprendre ensuite non seulement à être autonome sur le plan des méditations pour soi-même, mais également, bien sûr, être capable de les proposer dans un cadre thérapeutique. La fin du cursus sera début mai 2025, donc avec la soutenance du mémoire. La rédaction du mémoire n'est obligatoire que pour ceux qui souhaitent obtenir le diplôme universitaire. Ceux qui souhaitent simplement s'inscrire à la formation n'ont pas nécessité à rédiger un mémoire et le contenu des cours est exactement le même. En revanche, comme il n'y a pas eu de rédaction de mémoire, il ne pourra pas y avoir une certification de diplôme universitaire. Ce sera simplement un diplôme de formation continue. Voilà, j'espère avoir été claire sur ces 2 notions, avoir apporté des éclairages sur la notion de temporalité qui est au centre de la régulation émotionnelle et du contrôle pulsionnel. Et j'espère que vous serez nombreux à venir me retrouver sur le diplôme universitaire, ainsi qu'Anthony et David. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions? Je pense qu'il... Bonsoir, bonsoir. Je pense qu'il y avait des questions sur le chat. On pourrait peut-être les parcourir ensemble pour essayer de les retrouver. Euh, alors, j'avais tout d'abord merci pour votre présence et merci Marie pour ce superbe webinaire. Euh, alors, il y avait une question de Sarah Boumaza. Comment évaluer la capacité de régulation émotionnelle chez l'enfant? Alors, on va partir dans l'autre sens. En fait, on va plutôt évaluer sa capacité au contrôle pulsionnel. C'est-à-dire que si déjà il n'est pas en capacité d'être dans le contrôle pulsionnel, il ne sera pas dans la régulation émotionnelle. C'est d'abord dans cet ordre-là. C'est-à-dire comment il contrôle ses pulsions. Comment chez lui, on contrôle les pulsions aussi. Comment c'est parler en famille. C'est-à-dire que si tout est possible, si l'expression de tout ce qu'il ressent est possible, il n'y a pas de contrôle pulsionnel installé en fait. Donc une pulsion, ça se contrôle, c'est non. En fait, on ne frappe pas, on ne crie pas, on dit faire. Voilà, il y a un moment donné, il faut poser un cadre et des règles. Donc parfois, on veut mettre en place une régulation émotionnelle quand déjà, il n'y a pas de contrôle pulsionnel qui est posé. Donc c'est d'abord un cadre. Et après, on va essayer de distinguer les 2 choses avec l'enfant, avec la famille aussi. Parce que très souvent, les enfants qui arrivent en consultation avec un trouble de la régulation émotionnelle, c'est souvent que le système lui-même, familial, ne sait pas réguler les émotions. Donc, en fait, il va falloir qu'on parle en famille de comment sont parlées les émotions en famille. C'est-à-dire qu'une famille qui ne parle pas des émotions et qui vient chez un psy pour dire, voilà, mon enfant ne régule pas ses émotions, alors bah, c'est normal puisque vous n'en parlez pas. En fait, il faut parler des émotions pour qu'elles puissent être régulées. Et malheureusement, quand elles ne sont pas parlées, quand elles ne sont pas exprimées, qu'elles ne sont que explosées, ben, il faut passer au contrôle pulsionnel. Alors, il y avait aussi une autre question. La notion de manger ses émotions est-elle réellement une réaction impulsive? Ce concept existe-t-il vraiment? Alors, en psychologie, non. Ce pas des termes qui existent. Donc, je sais de quoi il fait référence parce qu'il y a beaucoup de coaching en lien avec l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire qui en parlent. En fait, je ne comprends pas très bien cette notion. C'est-à-dire qu'en fait, une émotion, à partir du moment où elle n'est pas, où elle n'est pas conscientisée, elle n'est pas traversée, eh bien, on va la garder de toute façon. On va garder cette émotion en nous-mêmes. Alors,
si tout est ramené à la nourriture et au manger, c'est qu'on est dans quelque chose de très archaïque. Euh, Pourquoi pas, mais c'est pas une notion qui fait référence à un concept clair en psychologie. On ne mange pas nos émotions. On vit des émotions que l'on garde ou que l'on garde pas. Mais par contre, ça n'a pas de lien avec la nourriture, en fait. D'accord, parfait, merci beaucoup. J'essaye de parcourir toutes les questions, bien entendu. Que pensez-vous de la théorie polyvagale? Je ne sais pas. Ah, c'est vrai que c'est un. Alors, eh bien, la théorie polyvagale, évidemment, on en parle beaucoup dans le diplôme universitaire, hein. C'est une théorie qui est aujourd'hui, qui fait référence dans la régulation du système nerveux autonome. Donc, euh, ce serait un petit peu compliqué de faire un cours de physiologie là ce soir, mais aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'avec la cohérence cardiaque, on travaille avec la théorie polyvagale et on accompagne nos patients avec cette notion-là de Porges depuis qu'il l'a mise au point. Donc, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, je l'enseigne en formation de cohérence cardiaque. Que, je n'ai pas à penser si je suis d'accord ou pas avec la théorie polyvagale. C'est un fait physiologique. Elle fait partie aujourd'hui de notre régulation de système nerveux autonome. Parfait. Et puis on pourra en développer peut-être plus pendant le DU. Alors, que peut-on faire quand on a un déficit en dopamine et sérotonine qui influe sur la difficulté à gérer le contrôle pulsionnel? Alors, il n'y a jamais rien d'irrémédiable. C'est-à-dire qu'en fait, euh, avoir une dérégulation dopaminergique ou sérotoninergique, ça fait partie de l'individu normal qui est stressé, on va dire. On est tous plus ou moins en dysrégulation dopaminergique ou sérotoninergique. Donc, de deux choses l'une. Soit on décide que ben, c'est comme ça, c'est pas de chance, et du coup, ben, on garde cette excuse pour faire n'importe quoi. Deuxième option, on prend des médicaments. Troisième option, ben, on pose des pratiques, comme des pratiques respiratoires, des pratiques méditatives, qui vont venir réguler notre physiologie, puisqu'il faut quand même savoir que la dopamine et la sérotonine sont produites de manière physiologique et normale dans notre organisme, exactement ce dont on a besoin. Notre corps est notre propre médicament. On est tout à fait en capacité de re-réguler de la dopamine et de la sérotonine dès lors qu'on lui propose un cadre de sécure et qu'on accepte de le réguler. Et tout ça, ce sont des pratiques de régulation que l'on va aborder dans le diplôme universitaire, que ce soit des pratiques méditatives, que ce soit des pratiques respiratoires. Être en capacité de re-réguler notre physiologie dysrégulée, c'est la base de nos pratiques. Donc, soit on dit, je suis dérégulé en dopamine et en sérotonine, c'est pas ma faute, je fais n'importe quoi. Soit on prend des médicaments, soit on pose des pratiques qui viennent réguler. Et ou, parce que aussi parfois, chez certains individus qui sont allés trop loin dans le stress, qui sont allés trop loin dans la pathologie, il va falloir être aidé par une médication chimique qui va aider nos patients à être régulés. Mais on le sait aujourd'hui, c'est la Haute Autorité de Santé qui nous le dit, si on ne fait que prendre des médicaments sur le long terme, ce n'est pas pertinent. Donc aujourd'hui, les recommandations de la HAS, c'est la prise de médicaments plus un suivi avec un accompagnement en mindfulness, donc MBCT ou MBSR. Donc, si on n'a pas un suivi de régulation émotionnelle méditative et qu'on prend des médicaments pour réguler notre dopamine et notre sérotonine, ce sera un puissant fond et il faudra les prendre sur un très très long terme. Alors que si on vient réguler avec des pratiques ou une psychothérapie adaptée, eh bien, on a un résultat efficient et on retrouve une physiologie normale et on arrête évidemment à terme les médicaments. Je ne suis pas du tout contre les médicaments. Attention, c'est pas du tout un DU où on va vous faire euh, l'apologie des pratiques naturelles. Alors, bien évidemment que en pratiquant la méditation et les respirations, j'ai plutôt une propension à venir réguler naturellement ma physiologie, mais il arrive que malheureusement, parfois, il faut accompagner nos patients dans la chimie parce que c'est normal, parce qu'ils sont allés trop loin, parce qu'aujourd'hui, on a des médicaments qui le font et qui le font très bien, mais il faut le faire avec intelligence et il faut le faire en accompagnement. Bien, je pense que nous arrivons tout doucement à la fin de ce Coffee Talk. Évidemment, il y reste encore beaucoup de questions, mais on ne va pas pouvoir les explorer toutes ce soir. Mais je vous invite donc à nous rejoindre pour ceux qui font partie du personnel soignant et des thérapeutes lors au DU qui commence le jeudi 3 octobre, donc, n'est-ce pas, avec Marie.
Le titre de ce DU, je le rappelle, c'est Méditation et pratique respiratoire, le cycle MBCT. Marie, peut-être une petite phrase pour la fin. Je vous remercie tous d'avoir été présents et je remercie toute l'équipe d'être là aussi pour nous aider à rendre ces webinaires faisables et tout aussi passionnants. Le DU se déroule en ligne, évidemment, hein, n'oubliez pas. Oui, c'est uniquement en ligne. C'est vrai que ce S à méditation, j'y tiens énormément. J'ai beaucoup embêté tout le monde avec mon S parce que Bon. je suis très sensible au fait que, évidemment, au cours de ce DU, la pratique du mindfulness et donc de la méditation de pleine conscience sera évidemment plus qu'abordée. Vous serez formés. Un cycle MBCT est prévu dans le DU, donc vous serez en capacité de mener un MBCT à la suite de ce DU. Vous aurez tous les éléments théoriques et toutes les fiches pour que vous puissiez ensuite accompagner des patients sur des pratiques méditatives. Mais je pense qu'il est très important de venir comprendre à quoi ça sert, en fait, la méditation. De comprendre aujourd'hui cette notion d'instant présent, ces notions de lâcher prise, ces notions d'apprentissage. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Branche tes cerveaux, qui est un livre avec des cartes qui explique comment on apprend. Et en fait, il faut revenir aux fondamentaux de comment on est en train d'apprendre et on apprend en s'inscrivant dans l'instant présent. On ne peut pas apprendre dans le passé, on ne peut pas apprendre dans le futur, on peut apprendre que dans l'instant présent. Par contre, on va apprendre du passé pour le futur. Et donc, cette phrase qui est très, très, très belle de Jung qui dit « On ne sait jamais ce que le passé nous réserve ». Et j'aime beaucoup cette phrase, c'est que, en fait, on ne sait pas ce qui est en train de se passer, on ne sait pas que peut-être ce qu'on est en train de vivre est la meilleure des choses qui va pouvoir nous arriver dans quelques temps. Et donc, simplement être là, accueillir le temps, accueillir ce qu'on est en train d'explorer, accueillir nos émotions, ce qu'on est en train de vivre, c'est peut-être le plus beau voyage que l'on s'offre. C'est un voyage en soi-même, ne plus avoir peur de soi, ne plus avoir peur de ressentir, ne plus avoir peur de ressentir nos émotions. C'est un magnifique cadeau que l'on s'offre. Alors, c'est vrai que ce DU permet évidemment de former des professionnels de santé à la méditation et aux pratiques respiratoires, mais sachez qu'on ne peut pas proposer ce genre de pratique si soi-même on n'est pas pratiquant et si soi-même on n'est pas convaincu du bénéfice fondamental des pratiques méditatives et respiratoires. Et ça, il n'y a que, on va dire, une vision globale des pratiques traditionnelles qui nous l'offrent. Donc, c'est pour ça qu'il y a un S. C'est pour ça que revenir parfois à la source, à l'histoire, nous donne une vision plus large et nous inscrit évidemment dans les pratiques de mindfulness qui sont aujourd'hui les seules pratiques autorisées par la Haute Autorité de Santé auprès de nos patients. Donc, évidemment qu'elles sont proposées, évidemment qu'elles sont enseignées, mais je propose une vision un peu plus large parce que c'est un sujet qui me passionne au plus haut point. Eh bien voilà, merci beaucoup. On se réjouit de te retrouver. Je vous propose de nous retrouver aussi pour le prochain webinaire, donc le prochain Coffee Talk le 8 octobre. Ce sera avec Émeric Allard qui viendra nous parler aussi et d'une autre façon de techniques respiratoires. Marie nous rejoindra probablement à la fin pour venir nous parler encore un petit peu plus des DU, si j'ai bien compris, si elle arrive à se libérer, parce que je l'ai un petit peu piégée ce soir, donc c'est pas sûr. Mais en tout cas, nous, on sera là et on vous attend avec beaucoup de bonheur. On se réjouit de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas de visiter le site de Sowell, Sowell Formation. Merci beaucoup à vous. À bientôt.